Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 3 novembre. Aujourd'hui et au lendemain de la démission d'Élise Beukel, on en parle en plateau, notamment avec le chef de groupe des Verts, Alexandre Fédéraud sera avec nous. À ses côtés, Armelle Dupasquier, vous êtes la coprésidente des Verts Vaudois pour la section La Côte. Quel est le positionnement du parti et quelle sera la suite, notamment les élections complémentaires? Une deuxième page d'actu qui sera liée à la crise énergétique et à la ville de Gland. Quelles mesures prend la ville? Comment est-ce qu'elle s'y prépare? Une séance publique aura notamment lieu le 10 novembre prochain. On en parle avec la syndic de la ville de Gland, Christine Géraud, qui est également en coulisses. Enfin, on terminera sur une page sportive. On donnera la parole au Nyon Rugby Mermaids. On revient sur son début de saison et sur le prochain match qui aura lieu ce dimanche à Collovray. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis au Musée du Léman qui présente ce soir en vernissage sa nouvelle exposition temporaire. Regarde, elle s'appelle Ici, le lac ressemble à la mer. Alors ça ressemble plutôt à une mer de vinyle. Pourquoi tous ces vinyles? Eh bien parce que l'exposition retrace en chanson tous les musiciens, musiciennes, artistes, chanteurs, chanteuses qui ont été inspirés par le lac Léman. Et du coup l'exposition, elle est juste derrière moi. On peut voir, écouter, ressentir les chansons avec des visuels, des peintures. Enfin bref, je t'en dis pas plus. On va visiter cette exposition après. Très bien, à tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. En actu, retour sur la démission d'Élise Beukel avec nos premiers invités. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Alexandre Fédéraud, vous êtes le chef de groupe des Verts de Nyon. Armelle Dupasquier, vous êtes la coprésidente des Verts Vaudois pour la section de La Côte. Une annonce faite hier publiquement. C'est vrai que c'était un gros cafouillis, savoir si vraiment démission il y aurait ou pas, si elle était réelle et effective ou pas. Alexandre Fédéraud, est-ce que vous êtes soulagé de cette décision? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vécu quelques jours d'extrême confusion. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est en train de se clarifier. Et au vu de la situation actuelle, oui, on peut dire qu'on a un certain soulagement, oui. Ouais. Ça veut dire quoi? Que le fait qu'elle démissionne aujourd'hui, ça vous soulage? D'un côté, on le déplore quand même parce que c'est quand même notre élu municipal qui a été suspendu pendant toute l'année. Et donc, en fait, on ne peut pas s'en réjouir. C'est quand même, pour nous, quelque chose de relativement triste. Mais dans la situation actuelle, au vu de la crise, le Parti des Verts, on a toujours souhaité en fait une solution. Et là, il y a une solution qui a été trouvée, qui était concertée par les deux partis. Et donc, dans ce cadre-là, notre position, c'est que c'est la moins mauvaise solution. Et donc, on est effectivement soulagés. Oui. À la rédaction, on a entendu dire que les Verts de Nyon ont fait comprendre à Élise Beukel lors d'une séance qu'ils ne la soutiendraient pas si elle se représentait lors d'élections complémentaires et que vous l'excluriez du parti. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Je viens ici aussi pour démentir cela. Il n'y a eu aucune séance des Verts qui parlait en fait ou qui discutait, qui évoquait une exclusion de Mme Beukel. Et en ce qui concerne les candidats en fait pour une prochaine élection, il n'y a eu aucune discussion à ce stade-là et aucun candidat déclaré. On va y revenir quand même à ces candidats, puisque c'est vrai que ça va nous intéresser prochainement. Mais Armelle Dupasquier, c'est vrai que ça nous intéresse de comprendre notamment le fonctionnement de votre groupe politique, puisque ce n'est pas finalement quelque chose qui est fait de manière pyramidale, comme le PS par exemple, et ça nous permet de comprendre justement comment fonctionne le parti. S'il y avait eu démission d'Élise Beukel, si vous deviez justement demander cette démission, qui dans le parti aurait eu ce pouvoir-là? Alors, demander sa démission, nous-mêmes, je ne crois pas qu'on ait les compétences. On a essayé, nous, d'intégrer le groupe le plus possible dans les décisions. Plus précisément. Je vais préciser ma question. Dans le cas d'une exclusion, ça revient à la Côte, c'est sur suggestion du comité. Sauf erreur, c'est tout conventionné dans nos statuts. Donc c'est sur proposition du comité et puis soumis à une assemblée générale qui comprendrait la section de la Côte. Ouais, donc ça veut dire que quelque part, c'est vous, le comité, qui aurait dû prendre cette décision, la section de la Côte, comme on l'appelle. Il y a plusieurs villes qui comprennent justement cette section. Il y a Nyon, il y a d'autres villes, des plus petites. Quel regard est-ce que justement ces plus petites villes portent aujourd'hui sur cette situation et quels sont les retours que vous avez, vous, en tant que coprésidente? Alors, il faut rappeler que ma position elle est assez récente. Je suis entrée en fonction en juillet, donc en plus sur la fin de cette affaire. Pour le moment, on a eu une réunion de comité. C'est difficile d'avoir vraiment le son de cloche des autres villes.
Armelle Dupasquier, j'imagine quand même que vous entendez quelque chose. On entend nous-mêmes qu'il y a une certaine lassitude, qu'il y a aujourd'hui une crispation, une rupture peut-être entre les anciens et les plus jeunes, Alexander Fédérault. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui et comment justement rallier les troupes ? Alors, bon, on n'a pas forcément besoin de rallier les troupes en réalité. Si vous voulez, nous vivons une crise. Il y a une crise en fait municipale à Nyon, mais les troupes restent motivées, enfin, si on parle un vocabulaire guerrier, et sont au travail et travaillent en fait pour le mandat pour lequel nos élus ont été élus. Et donc en fait, on a des Verts qui nous disent qu'ils sont aujourd'hui lassés. Alors il y a vous l'entendez ça ? Non, mais il y a une lassitude. Il y a une lassitude profonde en fait de la crise, donc de l'élément de crise. Mais on ne peut pas dire en fait que il y a un besoin en fait que cette crise elle se résolve, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui ça a pu, je vais utiliser un mot fort, mais dégoûter certains élus de la politique ? On n'a pas eu de démission en fait liée à la crise. Il y a un certain désinvestissement. Élise Beukel, c'est une démission. Oui, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi. Donc il y a eu une démission, mais il n'y a pas eu d'autres démissions. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude. Et donc, en fait, nous, on travaille aussi, effectivement, à surmonter cela. Oui. Ouais, donc la suite, c'est de travailler justement sur ces élections complémentaires. On sait que les Verts peuvent avoir peut-être de la peine à trouver maintenant des viennent ensuite. Il va falloir convaincre, par exemple, à Nyon. Qui est-ce qu'on pourrait imaginer ? Est-ce que, franchement, vous avez un candidat, des candidats à proposer ? Alors c'est un peu tôt en fait d'en parler parce que vous voyez la démission a été annoncée cette semaine et nous ne sommes pas encore réunis. Donc pour simplement en discuter, il faut savoir en fait que nous on a un processus de primaire en fait pour choisir nos candidats. Donc il faut que tous les candidats se déclarent et après qu'on a un processus en fait on doit aussi choisir nos candidats. Donc aujourd'hui en fait personne n'est déclaré, il n'y a pas de nom en fait il y a pas de nom à donner en fait parce que simplement ce processus n'est pas fait encore. En tant que chef de groupe, vous auriez envie ? Pour l'instant, je réserve ma réponse, on va dire. Vous y réfléchissez ? Sérieusement ? Pas si sûr. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai aussi une carrière professionnelle qui entre en ligne de compte et je ne me projette pas forcément dans une carrière à la municipalité. Donc c'est une question ouverte, on va dire. Ouais, on parle d'une candidature suicide. Est-ce que ça fait peur ? Oui, je pense clairement ça fait peur. Il y a une certaine peur, mais en même temps, je ne pense pas que suicide, ça va peut-être trop loin. Je pense quand même que le Parti des Verts, c'est un parti qui est basé sur des convictions et puis sur des idées. Et je pense que ces convictions et ces idées, elles portent toujours. Ouais, Armelle Dupasquier, votre regard justement sur ce qu'il vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire sur tout ça. Sûr. Précisément. Convaincre, je parle d'une candidature suicide, après, quelque chose qui est dur, mais comment est-ce que la section aujourd'hui, elle va appuyer tout ça et elle va convaincre ? Donc nos statuts prévoient que le comité de la section aide la stratégie électorale. Donc c'est quelque chose qui va se faire avec le comité de la section, évidemment, avec le groupe de Nyon aussi, mais aussi, moi là je le dis en tant que membre des Verts de Nyon, c'est aussi on doit concerter quand même la plateforme de gauche et puis nos alliés qui sont le Parti socialiste. Oui, c'est-à-dire que pour ces élections complémentaires, les Verts et le PS restent une plateforme de gauche ? Pour le moment, la plateforme n'a pas explosé. Donc, elle n'a pas explosé encore. Est-ce que ça serait une solution ? De quoi ? On entend Armelle Dupasquier dire la plateforme n'a pas encore explosé, c'est-à-dire que ça, c'est une possibilité qui plane dans l'air ? Non, je dois comprendre. Non, je pense que on a des très bonnes relations. Enfin, on a des bonnes relations quand même avec le Parti socialiste. Nous sommes des alliés de longue date. La crise actuelle a provoqué quelques tensions, mais je ne pense pas qu'elles soient insurmontables. Et voilà, donc on reste, et je pense qu'on va partir, enfin, dans ma compréhension des prochaines élections, on va partir de manière unie. Il ne faut pas déformer, en tout cas. Faut pas déformer mes propos. Hein. J'ai dit à ce jour, je n'ai absolument pas d'informations sur l'explosion de la plateforme. On se rencontre régulièrement et je voulais juste souligner le fait que le processus électoral, ce sera avec nos alliés de toujours. Ouais. Par rapport au calendrier, justement, on va le préciser aussi. La suite, maintenant, c'est quoi ?
La suite, c'est une rencontre pour la section La Côte, c'est des rencontres avec le groupe d'Oignon, c'est des concertations et puis une rencontre avec la plateforme. Ouais, du côté de la commune et des groupes des Verts, pour vous, Alexander Fédéraud, la suite précisément, ça sera lequel et quel sera le calendrier? Comment est-ce que vous allez vous mettre en place et maintenant évoquer une stratégie? Alors nous, on a prévu de se rencontrer en séance de préparation pour le prochain conseil mercredi prochain. On aura un temps qui sera dédié en fait aux événements qui se sont déroulés depuis ces dernières semaines. Et effectivement, on va préciser à ce moment-là aussi notre position de groupe et probablement les prochaines échéances pour les élections. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que les Verts vont faire un bilan de ce qui s'est passé? Il y a forcément en fait un moment où on doit tirer les enseignements de ce qui s'est passé, enfin tout au long de l'année en réalité. Et peut-être même que mercredi prochain, c'est un peu tôt, mais en tout cas, dans les prochaines semaines, c'est indispensable, oui. Ouais, Armelle Dupasquier, c'est vrai que dans l'histoire, aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'un membre de votre parti est suspendu par le Conseil d'État. Il y a un dégât d'image qui est énorme pour le parti. Quel est le bilan à en faire aujourd'hui? Le bilan, il est difficile à avaler, je veux dire, parce qu'évidemment, nous, en tant que membre du groupe d'Oignon, on a sur le reste un bilan tellement positif qu'on se rend bien compte que ça prend tout l'espace et que du coup, c'est difficile de réorienter et puis de mettre en avant tout ce qu'on a fait de positif depuis qu'on est élu. Pour le reste, on va travailler justement à essayer de réparer ce dégât d'image. Ouais, Alexander Fédéraud, vous voulez rajouter quelque chose? Bon, vous dites qu'il y a un dégât d'image, mais en fait, il y a eu une suspension, mais on débouche sur une ordonnance de classement. Donc, a posteriori, on voit bien qu'en fait, cette suspension n'était pas justifiée. Et moi, j'aimerais peut-être dire, enfin, ce serait plutôt un appel que je lancerais aux élus du Grand Conseil, c'est que peut-être il y aurait matière à réviser cette loi qui manifestement provoque des injustices. Nous, on a une élue qui n'a pas siégé toute l'année et je pense qu'en fait, a posteriori, c'était une situation qui n'était pas très normale. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'elle aurait pu et elle aurait dû continuer à siéger. C'est-à-dire que quand vous avez une élue qui est innocentée, vous voyez bien qu'en fait, a posteriori, la suspension n'était pas justifiée non plus. Donc, il y a quelque chose en fait dans la manière dont les lois sont faites aujourd'hui qui aurait peut-être à modifier ou à réviser ou à réfléchir au minimum. Ça veut dire que c'est un combat que les Verts vont mener pour l'avenir, peut-être une révision de la loi? Oui, je pense que c'est un combat que les Verts et d'autres partis aussi, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment partisan. Je pense que c'est pour le bien de nos institutions, en fait, de trouver une meilleure solution sur comment traiter ce type de cas. Alexander Fédéraud, Armelle Dupasquier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous deux. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on passe à la crise énergétique et à la ville de Gland. Avec vous, Christine Géraud, vous êtes la syndic de la ville de Gland. Venez me rejoindre sur ce plateau. Comment la commune s'y prépare? Vous le savez, le Conseil d'État a développé une stratégie destinée à garantir les prestations essentielles et que la ville puisse continuer à être fournie à la population en cas de conjointement, de délestage ou de panne. À Gland, le 10 novembre prochain, l'exécutif propose aux citoyens une séance public à voir en direct sur Nyon Région Télévision. Christine Géraud, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pourquoi organiser déjà cette séance publique concernant la crise énergétique de manière publique et surtout en direct? Alors effectivement, nous sommes actuellement dans une situation bien particulière. À peine fini le Covid, voilà que la guerre en Ukraine est arrivée, la sécheresse cet été. Maintenant, c'est les possibles pénuries d'électricité et de gaz qui viennent plomber un petit peu l'ambiance. Et puis, le 12 octobre dernier, toutes les municipalités ont été convoquées par la préfecture qui a donné des informations concernant la mise en route de toutes ces des mesures par rapport au canton. Et une des premières mesures insiste beaucoup sur la sensibilisation, l'information de la population, à donner de l'information qui vient aussi de la Confédération. Et il se trouve qu'à Gland, le 10 novembre était prévu à la base le conseil communal qui a été annulé en fait puisque les commissions n'ont pas eu le temps de rapporter. Et la municipalité a saisi l'occasion et s'est dit que finalement on pouvait remplacer. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui le public et les citoyens sont invités à participer à une séance de travail de la municipalité? Alors c'est pas une séance de travail. C'est clairement l'objectif pour nous, c'est de partager, discuter avec la population et d'expliquer à la population quelles sont les attentes du canton vis-à-vis des communes.
Oui. Et ces attentes, elles sont claires. Elles ont justement été exposées dans cette séance d'information du 12 octobre, du 12 justement, faite par dernier, la oui. préfecture. Oui, Alors c'est vrai que c'était une exactement. séance qui était intitulée notamment Gestion du risque de pénurie. Oui. Quel impact aura la stratégie cantonale sur la ville de Gland de manière concrète? Est-ce que vous avez déjà des exemples à nous Alors donner? concrètement, ce qui est demandé aux communes, pas seulement Gland, mais aux communes, donc effectivement, cette sensibilisation. Il faut voir aussi que tout ça s'inscrit dans un plan global qui s'appelle le plan Austral, qui est le plan de gestion de la pénurie d'électricité au niveau fédéral. Donc bien sûr, nous dépendons du canton, mais c'est des ordres qui viennent finalement de la Confédération. Ouais, c'est une organisation qui applique notamment les mesures dictées par le Conseil fédéral. Il y a 4 phases. Il y a un appel à l'économie, la restriction de la consommation, le contingentement et le délestage. Mais qu'est-ce que ça implique pour Gland, encore une fois? Alors, encore une fois, comme dans toutes les autres communes, ça veut dire que maintenant nous en sommes à la phase 1, qui est la phase de sensibilisation, et puis où on demande un maximum de ne pas gaspiller l'énergie, qu'elle soit le gaz ou l'électricité, mais précisément l'électricité, des mesures de tout un chacun peut faire dans son quotidien. Donc c'est la phase 1 sur 4. Et puis comme vous l'avez dit, ensuite il y a des restrictions, ensuite il y a des contingentements, ça c'est pour les grosses entreprises, les gros consommateurs. Mais le but de toute cette démarche, c'est finalement d'éviter par tous les moyens possibles d'en arriver à des délestages. Parce que le délestage, c'est vraiment la mesure ultime, mais qui est conséquente, puisqu'il serait question de couper l'électricité secteur par secteur durant 4 heures, et ensuite 8 heures d'électricité, 4 heures sans. Donc on voit, rien qu'en disant ça, vous comprenez bien que ça pourrait avoir un impact très important sur la population, sur les familles, sur l'économie, sur la vie quotidienne. Et il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour, j'allais dire, économiser en tout cas, mais surtout ne pas gaspiller l'énergie aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a du mal à y croire, que finalement on puisse vivre un délestage, que durant 4 heures on n'ait pas du tout accès à l'électricité. Je ne sais pas si on en a réellement conscience, mais ça veut dire quoi s'il arrivait? Ça implique par exemple des postes de rencontre d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Ou un PRU, c'est-à-dire qu'un bâtiment de secours qui pourrait être utilisé par la ville et la commune? C'est effectivement une mesure qui est imposée aux communes. Nous devons, pour la fin de l'année 2022, présenter au Conseil d'État, ou plus précisément à l'EMCC, l'état-major de conduite, notre plan pour organiser des postes de rencontre d'urgence destinés à la population glandoise, en ce qui nous concerne. Et il est prévu de faire un PRU par 5 000 habitants, donc 3 pour la ville de Gland, parce qu'on a un peu plus de 14 000 habitants. Dans ces postes, le but, c'est d'accueillir la population qui en aurait besoin, qui aurait besoin de secours, qui aurait besoin de se réchauffer éventuellement, ou qui pourrait avoir avec besoin... Une génératrice, il faut que le lieu soit chauffé, éclairé, et qu'on puisse y trouver des services administratifs qui pourraient être fournis par la commune. Je pense à une carte d'identité éventuellement, ou quelque chose qui a un caractère urgent. On devrait y trouver aussi une possibilité de retirer de l'argent et de pouvoir aussi demander du secours, puisque ces postes devraient être équipés de téléphones Polycom. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'électricité pour pouvoir appeler les secours en cas de nécessité. Donc garantir la sécurité et de l'énergie. Oui, pour revenir à cette séance, donc elle aura lieu le 10 novembre. Comment les gens peuvent y participer? Ils viennent, ils s'inscrivent, ils posent leurs questions. Comment ça se passe pour les aspects très techniques? Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il y a 2 possibilités de suivre cette séance. En venant à 19h30 le jeudi 10 novembre à la salle communale de Gland, en rue 38, ou suivre sur NRTV, qui sera donc retransmis en direct. C'est une séance qui se veut ouverte, qui se veut une discussion. La commune va humblement présenter ce qu'elle sait, ce qu'elle peut dire. Nous ne sommes pas des énergéticiens, nous n'avons pas de baguette magique, mais on a un certain nombre de choses de missions à remplir vis-à-vis du canton et vis-à-vis de la population. Il nous tient à cœur de les accueillir pour une discussion et un échange. Très bien, on se réjouit donc de suivre ça en direct sur Nyon Région Télévisions le 10 novembre. Christine Giraud, syndic de la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Pareillement, merci. Alexandre, on retourne à toi. Fais-nous donc visiter cette nouvelle exposition au musée du Léman. Le vernissage a lieu ce soir. Gauthier qui est à ma droite. Bonjour Lionel. Bonjour.
Et Marc Hémon qui est à gauche. Bonjour, Bonjour. Marc. Alors Lionel Gauthier, vous êtes conservateur du musée du Léman. Marc Hémon, vous êtes là, vous êtes artiste, chanteur, bien connu en Suisse romande bien sûr. Vous avez participé à cette exposition. Ici, le lac ressemble à la mer. Lionel Gauthier, c'est quoi cette exposition en chansons? Eh bien, c'est une exposition qui raconte toutes les chansons qui ont été inspirées par le lac depuis le 19e siècle jusqu'à tout récemment, puisqu'il y a dans l'exposition 3 chansons inédites. Ouais, alors, exposer des chansons, c'est un peu compliqué, non? On voit surtout des visuels derrière, mais c'était un challenge, j'imagine. C'était un pari vraiment risqué, effectivement, parce que notre matière première est quelque chose qui ne se voit pas. Ouais. Et forcément, dans une exposition, il faut voir des choses. Donc, on visite l'exposition avec un audio guide pour pouvoir entendre, écouter toutes ces chansons. Et puis après, nous, on les a mis en scène avec des ambiances, Ouais. avec des œuvres de l'artiste Cyril Châtelain, Eh ben, avec des clips, avec des albums. on va visiter tout ça. Andrea, je t'en montre pas trop tout de suite, volontairement, parce que je voulais quand même poser une question à Marc Hémon. Il paraît que cette exposition, elle est née de vous, en fait. En fait, je suis venu voir Lionel Gauthier avec l'ambition de se dire est-ce qu'on pourrait pas accrocher des chansons au mur, leur donner un sens et permettre au public d'entrer dans un musée pour écouter des chansons et ensuite de voir ces chansons habitées par un univers visuel et du coup dématérialiser l'exposition parce que si une chanson elle est belle, ben, on la prend dans notre poche et puis matérialiser des chansons sous la forme d'une expérience à vivre. Ouais, c'est toute l'originalité du projet, mais vous, Marc Hémon, gardez le micro. Oui, parce que j'ai je garde, encore oui, une oui. question pour vous. Ça a été quoi votre travail dans cette exposition à vous? Bah, je crois que j'ai lancé l'idée, puis ensuite il y a eu une vraie partie de ping-pong où on s'est dit ben voilà comment est-ce qu'on peut faire pour réinterpréter ces chansons qui sont plus anciennes que nous, mais aussi en écrire des nouvelles et puis motiver tout le monde pour se retrouver voilà à 6 artistes avec l'ambition de mettre en chanson des œuvres et de mettre en œuvre des chansons. Ouais, alors c'est vrai que y a des chansons, notamment on peut citer Alios, Jérémy Kissling, François V, il y en a plein d'autres. Ici sont exposées 11 chansons, mais alors donc vous avez été le directeur musical un peu de toute cette équipe, c'est ça? Oui, on va dire directeur artistique, mais je crois que ça s'est vraiment fait à deux. Ouais. Bon, on va visiter cette exposition. Merci Marc Hémon. Très bonne journée, Lionel Gauthier. Alors ça y est, on découvre un petit peu maintenant qu'on a vu cette belle peinture. Commençons peut-être ici. Alors, comment vous avez fait pour accrocher des chansons au mur? Eh bien, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a d'abord créé des ambiances. Chacune de ces chansons, elle a son ambiance qui correspond à son thème. Ici, là, vous êtes en train de filmer le petit coin qui est réservé à la chanson Genève de William Scheller. Et c'est une chanson qui raconte la Genève du 19e siècle, cette ville de grands hôtels avec des calèches, etc. Donc on a recréé l'intérieur d'un grand hôtel avec des fauteuils qui étaient anciennement dans l'hôtel Bristol, avec des beaux rideaux, un beau papier peint. Donc le but, c'est qu'on écoute la chanson avec l'audio guide, puis on se pose dans un fauteuil et on regarde le lac. Exactement. Chacune de ces petites ambiances est là, sont assises pour qu'on puisse vraiment écouter la chanson de façon confortable. Et puis, parlez-moi du travail peut-être visuel, justement. On voit ces peintures. Qui les a réalisées? Eh bien, c'est Cyril Châtelain, qui est dessinateur et peintre, et puis qui est aussi conservateur au Jardin botanique de Genève. Et moi, je connaissais son travail, que j'aimais beaucoup, parce qu'il y a de la couleur, c'est vivant, c'est joyeux, il y a plein de détails. Il utilise beaucoup le texte aussi dans ses œuvres. On voit, il y a des fragments de texte. Et je me suis dit, ça va être parfait pour des chansons, parce qu'il va pouvoir mettre un petit peu des paroles à droite, à gauche, et puis donner un univers visuel joyeux et plein de couleurs. Alors, on va avancer dans l'exposition. Allez-y, vous pouvez me devancer, je vous suis. Alors là, on passe à Saint-Saphorin, c'est ça? Exactement, pour la chanson de Marc Hémon qui s'appelle « À Saint-Saph », on a recréé une pinte vaudoise avec évidemment le général Guison qui trône au milieu, comme on l'a encore dans beaucoup de cafés vaudois, notamment le café vaudois de Nyon. Et puis voilà, avec des meubles qu'on va trouver dans les bistrots, avec le bar qui est derrière vous, toutes les bouteilles qu'on peut trouver. Et là, on est vraiment dans cette ambiance qu'on peut avoir dans un bistrot vaudois. Et j'ai un de mes collègues qui me disait tout à l'heure, je suis entré dans cette salle, je me suis dit, oh, incroyable, je suis dans mon café de Lavaux. Ouais. Donc voilà, c'est que là, on a bien réussi notre travail. Bon, alors, vous l'aviez jamais fait, ça, d'exposer des chansons, si on veut? Non, jamais. Et je pense que pas beaucoup de musées l'ont fait dans le monde, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. C'est un gros travail vraiment de décoration, aussi d'accrochage, bien sûr, mais vraiment de décoration pour recréer des ambiances par rapport à la musique. Oui, c'est ça. Et puis, il faut sortir clairement de notre zone de sécurité de gens de musée, où d'abord, on sort de notre zone de sécurité parce qu'on produit de la musique. Évidemment, c'est pas notre métier, c'est la première fois qu'on le fait. Ouais. Et donc là, c'était déjà un sacré pari.
Et puis après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, créer une exposition à partir de quelque chose qui ne se voit pas, c'est un sacré pari. Ouais, effectivement. Alors là, on était où ici, en fait? Là, vous êtes dans une guinguette Ouais. du côté de Thonon, parce que c'est une chanson qui s'appelle Une Louise dans chaque port, qui a été écrite par Jean Villargil dans les années 50, où il raconte l'histoire d'un marin du Léman qui a une amoureuse dans chacun des ports. Et là, c'est le lieu de son amoureuse de Thonon, Irma de Thonon, qui est tenancière d'une guinguette. Et derrière vous, on voit à nouveau ces magnifiques peintures et d'autres décors à découvrir. Et puis alors, il y a aussi des installations pour voir des clips. Et puis notamment ici, voilà, un clip inédit d'Alios avec une chanson inédite que le duo nyonnais a composé spécialement pour l'exposition. Ils ont effectivement écrit une chanson spécialement pour le Léman qui s'appelle Droit devant, et on a eu envie de la mettre en scène dans un clip. Et vous verrez donc le duo Alios à la fois sur le lac, autour du lac et même dans le lac. Ils se sont vraiment mouillés pour le projet. Et en fait, c'est une chanson qui parle de leur amour du lac, parce que quand ils ont fait toute cette carrière parisienne, le lac était un de ces éléments qui leur manquaient et qu'ils étaient heureux de retrouver à chaque fois qu'ils revenaient dans la région. Ouais. Ça vous fait penser à quoi comme chanson tout de suite, Lionel Gauthier? Le lac Léman, c'est quelle chanson que vous avez en tête? Celle que vous avez juste là, Gentil Bateleur, pour moi, est extrêmement importante parce que c'est une chanson qui date probablement du 19e siècle. On ne sait pas qui l'a écrite, ni quand elle a été écrite, mais c'est une chanson que chantait ma grand-mère. Et moi, j'ai dit à Marc, cette chanson, il faut qu'elle soit dans l'exposition. Et c'est Jérémy Kisling qui l'interprète de façon absolument incroyable. Eh ben, Lionel Gauthier, merci beaucoup de m'avoir fait cette visite donc de cette exposition, Andrea, qui est à voir au musée du Léman, dès ce jeudi soir, vernissage à 18h30. Et puis ensuite, cette exposition est à voir jusqu'au printemps prochain, c'est ça? Non, jusqu'en 2024. Ah, jusqu'en 2024. Oula, oui, alors il y a du temps pour aller voir ces chansons, en tout cas se plonger dans ces univers différents autour du lac Léman. Extrait, ça m'a manqué, moi, un peu de musique, Alexandre. Ah ouais, un peu de musique. Écoute, je vais aller prendre l'audio guide. Moi, je vais aller me poser sur une chaise longue et puis essayer de m'immerger dans le Léman. D'accord, bon que toi, on n'y aura pas le droit, je suis déçue. Merci Alexandre pour cette visite musicale. Et on termine l'émission avec du sport et en votre compagnie, Stéphane Fèvre, venez me rejoindre sur ce plateau, je vous en prie, vous êtes l'entraîneur d'Union Rugby Mermets, le rugby féminin et les Mermets qui disputent ce dimanche à Colevray leur dernier match avant la trêve hivernale. Bonjour, bienvenue. Alors c'est l'occasion de faire un petit bilan de ce début de saison en votre compagnie. Alors actuellement vous êtes 3e du classement, 2 victoires, 2 défaites. Est-ce qu'on peut dire que c'est un début de saison timide? Est-ce que vous l'acceptez? Ça. Par rapport aux résultats, on est obligé de l'accepter. Après, effectivement, un début de saison un peu poussif, parce que un groupe nouveau pour moi, une façon de travailler différente, et donc s'habituer un petit peu au championnat suisse et à son fonctionnement. Mais maintenant, on arrive à avoir des résultats parce que le groupe progresse, parce que le groupe est attentif. Et donc, on espère, dès ce dimanche, confirmer les 2 derniers résultats positifs pour finir cette première partie de saison et réattaquer avec pleine de motivation pour la suite. Sachant que vous êtes à 4 points des seconds, est-ce que c'est possible justement d'aujourd'hui grimper dans le classement avec ce dernier match? Alors, nous, il nous faut absolument gagner déjà. Et il faut espérer un faux pas de Lausanne sur ce week-end aussi, ce qui nous permettrait de les rattraper. Voilà, après, la saison est longue, donc être dans les 3 premiers serait une bonne chose. Être premier serait encore mieux. Mais rien n'est impossible, donc on va travailler pour ça et le groupe travaille pour ça. Ouais, voilà. Alors vous l'avez évoqué rapidement, c'est vrai que c'était une année compliquée pour votre équipe, beaucoup de départs, 12 joueuses en tout et peu de nouvelles recrues. Est-ce que ça a été un coup dur pour vous et pour les équipes? Alors ça a été un coup dur, oui, parce qu'on perd quand même des éléments intéressants pour le club et pour le jeu. Mais les filles ont montré un état d'esprit vraiment irréprochable, avec un petit groupe au départ, mais qui est en train de s'étoffer. La preuve, c'est que hier, on a fait un entraînement, on avait 25 filles présentes, donc ce qui était rarement arrivé, mais qui arrive de plus en plus, donc c'est positif, c'est encourageant pour la suite. Voilà. Ouais, je vais vouloir savoir d'où elles viennent ces filles, mais avant ça, Stéphane Fèvre, comment expliquer les départs qu'il y a eu? Est-ce que vous avez une explication et une analyse? Alors, moi, je n'ai pas d'explication, parce que je suis nouveau au club, donc moi, je suis arrivé pour développer le rugby féminin et essayer de faire progresser cette équipe. Donc moi, mon travail, il est là. Après, ce qui s'est passé avant, honnêtement, je ne m'en préoccupe pas. C'est sûr que c'est un handicap
parce qu'on part avec un effectif réduit. Mais voilà, le travail fait qu'on arrivera à avoir des résultats. Et la preuve, il est sur les derniers matchs. Voilà, les filles prennent conscience. C'est vrai que de la composition même des Myrmidons, c'est vrai que c'est une entente entre Monté, Nyon et Pas-les-Yeux. Ça veut dire qu'il y a des joueuses de plusieurs clubs qui constituent aujourd'hui cette équipe. Est-ce que ça rajoute des complications? Ça c'est effectivement compliqué. Compliqué parce que la distance fait qu'il est difficile de se regrouper. Mais on y travaille. Hier, l'entraînement s'est fait à Lausanne pour que le chemin soit partagé. Et c'est pour ça qu'on a eu du monde. On travaille aussi à faire des stages les week-ends où il n'y a pas de match pour regrouper tout l'effectif. D'où il est intéressant de savoir d'où elles viennent ces filles, c'est-à-dire que quoi, elles sont lausannoises, on est plus du côté de Alors, non, la grosse majorité sont de Nyon quand même. On a un gros noyau qui viennent de Nyon. On a 4 filles de Pas-les-Yeux et un noyau d'une dizaine de filles de Monté. Donc, effectivement, ça arrive d'un peu de divers horizons, mais on arrive et on a le mérite, elles ont le mérite d'arriver à faire quelque chose en s'entraînant très très peu avec tout le groupe. Ouais, voilà. Travailler sur la solidarité, la cohésion en tant qu'entraîneur, quels sont les aspects? Comment on travaille sur ça, sur ces aspects? Ça passe par quoi? Ça passe par de l'encouragement, énormément. Voilà, il faut être attentif, il faut être aussi, il y a le côté affectif aussi qui entre en jeu, effectivement. Et donc, on essaye de combiner tout ça en amenant aussi des compétences, d'autres compétences qu'elles n'ont pas encore eues ou qu'on est en train de développer. On devient un peu papa, forcément? On peut oui et non, parce que on est quand même, on est aussi, je sais pas, choisissez. On est aussi un peu les confidents, parce que l'approche fait que on est obligé aussi d'être à l'écoute de ce dont elles demandent et ce dont elles ont besoin. Mais l'échange se fait très très bien et c'est en train, je pense, de monter dans le sens où ça progresse. Elles sont demandeuses aussi de ces rassemblements. Donc c'est positif pour le groupe, c'est positif pour le club et c'est positif pour la suite, pour le développement du rugby féminin. Ouais, on en a envie à Nyon, parce que c'est vrai qu'on peut citer par exemple 2019, championne de Suisse, les Myrmidons ont eu justement ce trophée. Est-ce que là, vous pourriez retrouver ce niveau-là? Je pense honnêtement que oui. L'objectif, il est clair. Enfin, moi, j'ai annoncé un objectif, elles le suivent toutes, donc ça veut dire qu'elles sont aussi motivées que les entraîneurs. L'objectif, c'est de se retrouver en finale. Voilà. Donc le travail passe par un classement dans les 2 premières, et ensuite, sur un match, une finale, il y a plein de choses. Il y a l'appréhension, il y a la gestion du stress, et puis il y a la motivation et la forme du moment. Ouais, très bien. Pour terminer sur une petite anecdote, et parce que j'aime bien ça, je sais que vous avez souvent des petits noms en tant que coach et entraîneur. Est-ce qu'on peut le savoir, votre petit nom à vous, Stéphane Fer? Alors moi, j'en ai plusieurs, mais donc il faudra demander ça aux filles. Donnez-nous-en un, allez. Non, pour nous, c'est cadeau. Moi, pour l'instant, c'est Steph. Voilà. On se moque un petit peu de mon accent, voilà, qui n'est pas d'ici, mais sinon, non, il n'y a pas de... Je pense qu'elles n'osent pas trop encore. D'accord, on va aller se renseigner auprès des Mernettes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis on croit à vous pour ce match. Bonne chance à vous. Je vous invite à venir voir le match dimanche à 16h à Coloré. Voilà. Le rendez-vous est pris pour nos téléspectateurs aussi. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup à vous à la maison. Au revoir. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme, à lundi.